Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Pensez à prendre vos agendas car on vous propose dans cette émission de belles sorties à faire ce week-end. On revient également sur le conseil municipal et communautaire de Sarreguemines. Voici les détails en images. Le restaurant La Ruche Gourmande de Sarreguemines a rouvert ses portes après 7 mois et demi de fermeture. Un bonheur retrouvé pour les 22 travailleurs handicapés de la structure. 50 repas ont été servis le 9 juin. Avec la situation sanitaire qui s'améliore, ils espèrent un retour rapide à la normale avec 200 repas maximum par jour. Les élus de la Casque se sont retrouvés pour un conseil communautaire particulièrement animé ce jeudi soir. À l'ordre du jour, entre autres sujets, les ordures ménagères. À partir du 1er janvier, les sacs orange seront supprimés. Seuls les sacs bleus et verts seront encore collectés. Pour les déchets recyclables, l'apport volontaire sera de mise sur le territoire de la Casque. Le parc naturel régional des Vosges du Nord est en résidence de paysage à Lutzwiller. À cette occasion, un atelier pour développer un hébergement touristique dans du bâti ancien a été proposé car la demande est réelle dans notre secteur. Toutes les étapes d'un projet ont été abordées pour permettre aux intéressés d'accueillir des touristes dans les meilleures conditions. Les visites reprennent au Fort Cassau à Rohrbach. La saison démarre avec une visite par jour en semaine et 3 visites au maximum les samedis et dimanches. L'association du fort dispose de 20 guides bénévoles et les réservations se font via le site internet. Les groupes sont limités à 10 personnes et les visites peuvent se faire en français, en allemand et en anglais. Depuis mercredi, les restaurateurs poussent un ouf de soulagement. Ils sont à nouveau autorisés à accueillir des clients en salle, comme c'est le cas pour la Ruche Gourmande, située en zone industrielle de Sarreguemines. Ce restaurant, géré par l'ESAT La Ruche, emploie 22 travailleurs handicapés, tous ravis de reprendre une activité normale. Nous y étions lors du premier jour de réouverture. Reportage de Margot Dimpre et Yvan Becker. Fermé pour la deuxième fois en octobre 2020, le restaurant La Ruche Gourmande a rouvert ses portes au public le 9 juin après 7 mois et demi de fermeture. Un soulagement pour les et les 22 employés du restaurant pour qui l'attente fut interminable. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on voyait la fin de notre calvaire. Mais aujourd'hui, vous voyez, nos travailleurs, ils ont le sourire, ils sont contents. Ils sont surtout contents de pouvoir retravailler à la normale. En temps normal, le restaurant peut servir jusqu'à 200 repas par jour. Au moment de ce tournage, jour de réouverture de la salle de restauration, ils ont servi une bonne 50aine de couverts. Les équipes espèrent retrouver rapidement leur fidèle clientèle. Aujourd'hui, je dirais un tiers des gens, demain peut-être un peu plus et dans un mois peut-être la totalité. L'administrateur du groupement 3S et les équipes de l'ESAT La Ruche sont confiantes. La qualité de service et des produits ont toujours été le point fort de ce restaurant. On est quand même très équipés, on peut faire envier beaucoup de restaurants. Toujours soucieux de réaliser une meilleure prestation, le restaurant est en train de changer de fournisseur et opte pour la qualité tout en maintenant ses prix avantageux. À La Ruche Gourmande, vous mangerez à votre faim pour moins de 10 €. Ce n'était pas un jour de grande affluence pour cette séance exceptionnelle. Les élus sarregueminois se sont réunis hier soir pour un conseil express avec un seul point à l'ordre du jour, la rectification d'une erreur votée lors de la séance précédente. En l'occurrence, une erreur sur le nombre de logements qui passe de l'escarcelle de la ville à celle de SCH dans le cadre de la fusion-absorption en société d'économie mixte. C'est le notaire qui a signalé l'anomalie. 19 des 140 logements constituant l'apport en nature de la ville appartenait en réalité déjà à SCH depuis 1996, dans le cadre à l'époque d'un échange de parcelles. Estimée à 80 000 €, cette différence dans l'apport en nature entraîne simplement un taux très légèrement inférieur de la ville dans la SEM, où la communauté d'agglo sera largement majoritaire. Mais qui a dit qu'il n'y avait pas d'opposition ou de débat au sein de l'Assemblée communautaire de la Casque? La séance d'hier soir a été particulièrement animée. Il n'y a pas que dans le pays de Bitche que les ordures sont un sujet qui fâche. C'est le point qui a été le plus discuté, mais le ton a été donné dès le début de la séance avec le compte administratif. Le résumé est signé Julia Bitran et Guillaume Dumonteil. Le compte administratif du budget général a donné l'occasion de faire un focus sur le bilan de la crise sanitaire, estimé au total à une perte d'1 million d'euros pour la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, dont plus de 580 000 € en ressources humaines.
Vous parlez de l'impact financier RH. La masse salariale de la collectivité est quasi stable. On ne retrouve pas en impact financier dans les comptes de la collectivité, c'est 600 000 €. On ne les retrouve pas puisque c'est un calcul théorique d'heures que les gens auraient dû prester et qu'ils n'ont pas presté. Vous alignez un peu, à mon avis, cette présentation des chiffres. En plus, j'ai été surpris, je n'ai pas trouvé certaines économies. Par exemple, sur le chômage urbain, on a économisé 360 000 par rapport à 2019. On est passé d'un coût de 629 000 à 269. Même constat sur le carburant, la même chose sur l'électricité. Donc, votre présentation ici est biaisée. Évidemment, les RH, le coût des charges personnelles n'ont pas baissé, puisque dans la fonction publique territoriale, les salaires sont maintenus. Je redis encore une fois, les collectivités ne bénéficient pas du chômage partiel. Néanmoins, les absences de salariés, d'agents, génèrent des prestations non rendues. Et je le redis encore une fois, et je ne sais pas si vous avez bien écouté tout à l'heure dans mon introduction, la Chambre régionale des comptes, dans sa façon de procéder, systématiquement valorise les heures perdues sous cette forme-là. Donc c'est une façon de faire. Moi je vous laisse dire ce que vous avez envie de dire. Bon, ok, moi je ne peux pas rentrer dans le débat sur ça, mais enfin voilà, vous avez votre façon de voir, moi j'ai la mienne, c'est pas la même. Côté développement économique, il en est question depuis 2017, la ZAC Edison va être réalisée. Située à Sarreguemines, elle consiste en une extension de 7,52 hectares de la zone d'aménagement concertée. Il a notamment fallu actualiser l'étude d'impact. On a trouvé un certain nombre de bestioles sur le périmètre, donc 2 espèces protégées, le lézard et le braille, et le dipode turquoise, c'est une sorte de criquet qui, quand il s'envole, a les ailes de la couleur bleu un peu turquoise. 2 oiseaux également, l'effraie des clochers et la rousserolle berneronne. La zone humide a été également étudiée et puis un certain nombre de mesures de compensation et de protection ont été proposées. 3,3 millions d'euros de travaux seront nécessaires pour les aménagements, accès et réseaux. Le transfert de l'Institut de formation en soins infirmiers entre en phase de réalisation avec actuellement le concours de maîtrise d'œuvre pour le nouveau bâtiment. Le coût global est estimé à 4,9 millions, dont une subvention de la région Grand Est de 3,6 millions. L'hôpital de Sarreguemines remboursera à la casque la construction de l'IFSI sous forme de loyer, à l'instar du montage financier qui avait été mis en place pour la construction du bâtiment de médecine nucléaire. Les déchets, source de débat. Le point qui a suscité le plus de réactions, c'est la fin programmée des sacs oranges au 1er janvier. Cette date correspond à l'extension des consignes de tri. Sur le territoire de la Casque, l'apport volontaire des déchets recyclables sera alors de mise. C'en sera fini du multiflux mis en place il y a 10 ans. Seuls les sacs bleus et verts seront encore collectés dans votre bac roulant devant votre porte. Une volonté politique qui vise à augmenter la qualité et la quantité du tri, mais qui est loin de convaincre l'Assemblée d'élus communautaires. Hier, c'était le record du nombre de prises de parole. Les emballages légers constituent déjà un volume beaucoup plus important que ce qu'on connaît, le verre, le papier. Et de ce que je vois dans mon entourage et mon expérience personnelle également, si je dois faire des déplacements pour aller à la déchetterie pour emmener ces emballages-là, ça ferait quand même beaucoup de déplacements qui, d'un point de vue écologique, comparé à un ramassage à domicile, c'est pas de commune mesure. Sur le site de la même, on dit que la performance qualitative, c'est-à-dire le taux de refus, ne présente pas d'écart significatif entre porteur et porteur. En revanche, les performances quantitatives du porteur sont supérieures de 20% à celles des porteurs volontaires. Je suis contre cet apport volontaire. Parmi les arguments des réfractaires, les problèmes de mobilité, en particulier des seniors, les déplacements peu écologiques, la baisse de services et les doutes sur une potentielle amélioration du tri. Nous n'arriverons pas à atteindre nos objectifs si nous n'avons pas l'adhésion de la population. Vu la réaction des élus, il sera sans doute encore plus difficile de convaincre les citoyens. La délibération a certes été votée, mais avec 6 abstentions et 10 voix contre.
Direction Lutzwiller maintenant. Dans le cadre de la résidence de paysage menée par le parc des Vosges du Nord, plusieurs ateliers thématiques sont proposés autour de différentes problématiques visant à imaginer comment habiter nos villages demain. L'un de ces ateliers a abordé le thème « Développer un hébergement touristique dans du bâti ancien ». Reportage. Le parc naturel régional des Vosges du Nord est une destination touristique qui a le vent en poupe. Des espaces naturels, des sites emblématiques qui attirent les visiteurs et pourtant peu d'hébergements si l'on ne compte pas les nombreux campings du pays de Bitche. Développer un hébergement touristique répond à une réelle demande sur le territoire. L'atelier proposé à Lutzwiller par le parc des Vosges du Nord a fait le plein, preuve que les porteurs de projets existent. Et maintenant on a des sites phares qui sont en train d'ouvrir ou qui sont en train d'accueillir de plus en plus de visiteurs avec notamment le nouveau site de Meisenthal qui va ouvrir, le chemin des cimes qui n'est pas non plus négligeable, des sites qui sont historiquement déjà fréquentés et donc il y a un réel besoin, quoi. Le volet rénovation du bâti ancien était aussi à l'ordre du jour. Dans le cadre de ses missions, le parc des Vosges du Nord accompagne l'éco-rénovation du bâti ancien. On entend par bâti ancien toutes les constructions d'avant 1948, d'où la présence de Sophie Eichwald, architecte spécialiste de ces vieilles constructions. L'atelier a permis aux participants de s'informer sur toutes les démarches à faire pour mener leur projet, de sa définition à sa déclaration, en passant par la partie rénovation, pour pouvoir accueillir le touriste dans les meilleures conditions. Et concernant la rénovation du bâti ancien, une journée de conseil avec un architecte est également proposée à Lutzwiller le 15 juin prochain. C'est le moment de prendre des notes car le week-end promet d'être riche en activités et rendez-vous. Et ça fait du bien. D'abord, direction le marché. Vous pourrez profiter de celui de Philipsbourg pour la 11e édition du marché des potiers et céramistes tout le week-end. Une trentaine d'exposants vous attend pour partager leur savoir-faire. Grunwiller accueille également un marché sur le thème de la fête des pères et des produits du terroir. Je m'adresse maintenant aux amateurs de brocante. Vous pouvez à nouveau chiner et cette fois-ci, c'est le club de foot de Houndelin qui vous accueille dimanche pour son vide-grenier. Et avec ce beau temps, pourquoi ne pas découvrir le secteur au fil de l'eau? Le club de canoë-kayak de Großbiederstroff propose une journée porte ouverte dimanche pour motiver avant tout les femmes à la discipline. Challenge, initiation et animation sont au programme. Et dimanche 10h, partez également à bord du Schiffnickel avec le club nautique Lorraine pour une belle visite guidée à pied et en bateau sur la Sarre. Pensez bien sûr à réserver. Et vous retrouverez toutes les infos détaillées sur leurs pages Facebook respectives. Mais pour être sûr de pouvoir en profiter, mieux vaut regarder les prévisions météo. Ce sera dans quelques instants. On se retrouve juste après pour passer la frontière avec notre nouveau numéro Grenzenlos. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, c'est une très belle journée qui nous attend pour demain. Le soleil sera très largement présent malgré les quelques nuages dans le ciel. Côté température, les minimales iront de 11 à 14 degrés et les maximales de 25 à 28 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Guy et il fera jour de 5h26 à 21h36. Passez tous un très beau week-end et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le Platt est toujours vivant. À Sarreguemines, la langue francique se vit toute l'année. La ville se mobilise avec les forces locales vives, artistes, associations, commerçants ou encore collèges et lycées pour vous proposer des animations, des expositions et de nombreux partenariats. Retrouvez la liste des événements et toutes les informations sur sarreguemines.fr/Platt. In Sarreguemines lebt der Platt immer noch. Pour la fête des pères, ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, un grand choix d'alcool, de spiritueux et plein d'idées cadeaux. Faites-lui la surprise avec une livraison prête en 24 heures. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service en drive et une boutique en ligne. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir.
Le scooter électrique, c'est l'atout mobilité indispensable de votre quotidien. Moderne, pratique et confortable, nos scooters électriques vous offrent l'autonomie en toute sécurité. Redécouvrez le plaisir d'une simple balade et simplifiez vos déplacements. Venez tester nos différents modèles sur rendez-vous dans nos centres de santé AVS à Sarreguemines et Morsbach. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous venons à votre domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Nous voici maintenant en Allemagne, au programme de la culture avec les cinémas sarrois, du patrimoine avec le passé minier de Nottweiler et une visite du Fort Cassel de Rohrbach-Lebitsch. Je vous laisse en compagnie de Christelle Jambon qui part à la découverte de la première ferme urbaine créée en Sarre. Très beau week-end à tous et puis portez-vous bien. Quand l'agriculture s'invite dans les villes, aujourd'hui nous vous montrons que ça marche et en plus ça crée du lien social. Bonjour et bienvenue dans la première ferme urbaine créée en Sarre, le Stadtbauernhof de Saarbrück. Grosso modo, on est à peu près à 10 minutes vol d'oiseau du centre-ville. Je vous fais découvrir. Hallo und herzlich willkommen. Au sommaire de notre émission, nous irons rejoindre Imka Papermann pour discuter avec elle d'agriculture solidaire au sein de la ferme urbaine à Saarbrück. Nous ferons un saut dans le temps pour découvrir le Fort Cassel, puis nous partirons à la découverte d'une mine de fer à Nottweiler. Et pour finir, nous évoquerons la réouverture des salles de cinéma en Sarre et en Allemagne. Notre invitée ce mois-ci est Imka Papermann. Elle a 39 ans, elle vient du nord de l'Allemagne et a fondé avec son mari en 2015 une ferme urbaine à Saarbrück. Elle a 3 enfants avec lui. Imka, hallo und danke, dass wir hier sein dürfen. Was wächst hier genau auf dem Stadtbauernhof? Also wir haben an Gemüse eigentlich alles hier, was in den Breiten wachsen kann. Das ist im Frühjahr zum Beispiel Radieschen, Salat, Kohlrabi, im Sommer dann Tomaten, Gurken, Auberginen, Paprika und im Winter verschiedene Kohlsorten und Wintersalate. So und an wen geht die Ernte? Also was ist die solidarische Landwirtschaft? Ja, also die solidarische Landwirtschaft heißt ja, dass wir feste Mitglieder haben für ein Jahr, die wir mit unserem Gemüse versorgen. Ganz kurz gesagt, das sind zurzeit 110 private Ernteteile, die wir ausgeben. Und zusätzlich beliefern wir noch ein paar Gastronomien in Saarbrücken. Und wie teuer ist ein Anteil? Also wenn ich mir ein Teil von der Ernte kaufen möchte? Das kostet dieses Jahr im Durchschnitt 75 € pro Monat. Wobei wir gestaffelte Beiträge haben, aber das ist so der Durchschnittspreis. Okay, und das heißt, jede Woche bekomme ich Gemüse? Ja, also den Sommer über jede Woche. Im Winter gibt es dann Randbereiche, wo wir nur alle 2 Wochen verteilen und so im März gibt es manchmal auch noch mal eine etwas längere Pause. Aber eben gerade die Hauptvegetationsperiode über gibt es jede Woche Gemüse abzuholen. Und welche Dünger benutzt ihr? Ist es alles Bio? Wir wirtschaften biologisch, sind aber nicht zertifiziert dafür, weil die Leute ja alle reingucken können, was wir hier machen und eine Zertifizierung deshalb zu aufwendig und zu kostspielig wäre. Dafür, dass eben auch jeder gucken kann, was wir machen. Wir düngen im Moment mit Kompost und Schafwollpellets und Hornspäne. Und bekommt ihr Unterstützung von der Stadt zum Beispiel, von Saarbrücken? Nee, bekommen wir nicht. Also wie finanziert ihr? Wir finanzieren uns rein über die Beiträge von den Ernteteilern und den Gastronomien eben.
Okay. Und du lebst hier, man sieht dein Kind, das vorbeigelaufen ist. Du lebst hier mit deinem Mann und mit deinen 3 Kindern. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Stadtbauernhof hier in Saarbrücken zu gründen? Also wir hatten schon während des Studiums eigentlich immer so den Wunsch, irgendwo in der Nähe von der Stadt oder direkt an der Stadt einen Bauernhof zu gründen, um dann die Stadtbevölkerung mit dem regionalen Gemüse zu versorgen und auch den Stadtbürgern die Einblicke in die Landwirtschaft zu ermöglichen. Und wir sind dann aus anderen beruflichen Gründen in Saarbrücken gelandet und haben dann irgendwann hier den alten Weirichshof entdeckt und haben dann 2015 den übernommen und den Stadtbauernhof gegründet. Und der Stadtbauernhof ist auch ein Ort der Sozialisierung. Also man trifft sich, man unternimmt Sachen zusammen. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Ja, also gerade freitags und samstags, wenn unsere Ernteteiler da sind und ihre Ernte abholen, dann ist hier auch oft einfach ein bisschen nettes Zusammensein. Die Leute sollen ja auch mithelfen auf dem Acker und eben bei anderen Projekten und dadurch findet auch immer einfach so eine nette Gemeinschaft statt. Und in der Corona-Zeit kam es wahrscheinlich gut an, dass man hier sich zusammen draußen treffen konnte. Genau, oder? Also hier ist genug Platz, um immer Abstand zu halten und man ist einfach an der frischen Luft und da hat das ganz gut funktioniert. Ja. Danke Imka für dieses Interview und viel Glück für die Zukunft. Ja, gerne, danke. On quitte quelques minutes la ferme urbaine à Saarbrück pour aller de l'autre côté de la frontière à Rohrbach-les-Bitches. C'est là qu'il y a le fort Cassot, un ouvrage de la ligne Maginot avec des vestiges de la Seconde Guerre mondiale qui attire les visiteurs aussi bien français qu'allemands. Catherine Henrich a suivi Ludovic à travers les galeries du fort pour la première visite de la saison. Et vous allez voir, cette visite, elle s'est faite en 2 langues. Première visite de l'année au Fort Cassot, ce petit ouvrage de la ligne Maginot n'avait pas vu de public depuis novembre 2020. Les membres de l'association qui entretiennent le site ont préparé ce moment depuis longtemps. Alors plein de bonnes choses, effectivement, une réouverture peut-être un peu compliquée avec la conjoncture encore actuelle, mais que de bonnes choses, des rénovations qui ont été effectuées depuis maintenant 2 ans. Des éclairages un peu plus authentiques que ce qu'on a pu trouver jusqu'à maintenant. Quand je parle d'authenticité, on se rapproche plus de 39-40 que de 2020-2021. Le parcours n'a pas changé, mais les groupes sont limités à 10 personnes. Une restriction sanitaire, mais aussi pratique tant les lieux sont étroits. Les réservations se font en ligne via le site internet. Aux commandes de la visite aujourd'hui, Ludovic. Ce dernier intervient en semaine. Il est employé par la municipalité de Rohrbach et mis gracieusement à disposition de l'association. Sa mission du jour, assurer une visite en 2 langues, ce qui arrive assez souvent. Oui, ça arrive régulièrement, alors que franco-allemand d'un côté, mais ça peut être franco-anglais de l'autre côté, ou alors les 3. C'est un peu style bizutage pour Ludovic, c'est qu'il a le droit de faire les 3 langues. La cloche que nous avons vue, c'est une cloche petit modèle, 17 tonnes, 30 cm d'épaisseur. C'est la même que celle en exposition près de l'entrée. Die Beobachtungskuppel ist für Beobachtung machen, kleine Kuppel, 17 Tonnen, 30 cm Stahl. Marc Junger arrive de Munich. En visitant Sarre dans la famille de sa femme, ce n'est pas sa première découverte de la ligne Maginot. Mais aujourd'hui, il est avec ses enfants. Vor ein paar Jahren schon mal die Maginot-Linie angeschaut. Und das ist ja äußerst interessant. Das ist ja auch deutsch-französische Geschichte. Und die gibt es praktisch auch gerade für unsere Kinder hier wirklich zum Anfassen, zum Anschauen. Ja, weil sonst lernen die das ja im Geschichtsunterricht ja nur aus dem Buch. Und hier kann man das sehen, was das alles wirklich auch bedeutet hat für die Leute. 176 in Werk, 40 hier im Block 3.
Alors, je ne sais pas s'ils voient le site différemment des visiteurs français, parce que c'est une visite autant technique et historique. Donc non, c'est souvent les mêmes questions par rapport aux visiteurs français qui reviennent, surtout des questions d'ordre technique. La saison démarre au Fort Cassot. En semaine, une visite est proposée chaque jour et jusqu'à 3 visites les samedis et dimanches. Pour assurer ces visites, l'association dispose de 20 guides bénévoles et Ludovic. Une balade incontournable les jours de grande chaleur. Ici, été comme hiver. En effet, ici, été comme hiver, il fait tout juste 13 degrés. Après la visite du Fort Cassot, découvrons d'autres galeries souterraines. Cette fois-ci, celle de la mine de fer de Nothweiler dans le Palatinat. On peut la visiter et découvrir ainsi comment se faisait l'extraction du minerai de fer il y a déjà plus de 500 ans. Un reportage de Jens Scherer et Jessica Rhodes. Heinz Biller est guide à la mine de fer de Nothweiler dans la galerie Sainte-Anne. Il nous emmène sous terre et nous ramène à une époque où jusqu'à 100 personnes, dont de nombreux jeunes garçons, creusaient pour extraire le minerai de fer 12 heures par jour, 6 jours par semaine. L'exploitation minière souterraine a commencé ici en 1582. Après des années d'exploitation minière par le haut, l'hypothèse a été émise qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de minerais dans la colline. 400 Jahre lang wurde dann unter Tage Eisenerz abgebaut und im Jahr 1883 wurde dann hier der Bergbau eingestellt für immer. Die Lagerstätte, sie war größtenteils abgebaut. Aber auch die Verhüttung, die in Schönau stattfand, war nicht mehr zeitgemäß. Man konnte nur mit Holzkohleerze schmelzen und das war gegenüber der Konkurrenz, die schon Kohle oder Koks hatte, dann einfach zu unwirtschaftlich. Dans les galeries étroites, on peut imaginer l'effort physique auquel les mineurs ont été exposés pendant 300 ans. Les vêtements de protection ou même les casques, comme ceux que nous portons lors de notre visite, n'étaient pas encore d'actualité. Les ouvriers portaient des vêtements en tissu et des chaussures en bois avec une humidité à 100%. Au milieu de la colline, au croisement dans lequel nous nous trouvons, le minerai se trouvait à 80 mètres et parfois jusqu'à 180 mètres dans la vallée. Man sieht hier natürlich, wie mit einfachen Mitteln, man kann hier die Spuren der Meißel deutlich noch erkennen und der Vortrieb von Hand war damals am Tag 4 bis 5 Zentimeter. Man hat also schon auf dieser mittleren Ebene etwa 4 Jahre gebraucht, um das Erz zu erreichen. Und dann sieht man natürlich die einzelnen Lagerstätten. 15 Lagerstätten gibt es hier. Wir sind auf der 8. Sohle, 7 unter uns, 7 über uns und etwa 10 Kilometer Abbaustrecken. Das war die Arbeit von 300 Jahren von Hand unter Tage. Les grandes cavités dans la colline, appelées dômes, montrent où les filons de minerai ont été trouvés et extraits, toujours transportés vers le bas par des puits verticaux afin d'utiliser la gravité. Un approvisionnement en eau séparée a également été trouvé afin de pouvoir laver le minerai quel que soit le temps et d'avoir de l'eau potable pendant le travail. L'exploitation minière a cessé en 1883 et le silence s'est imposé dans le puits pendant 90 ans. Bis dann einige Nothweiler Bürger sich wieder an dieses technische Kulturdenkmal erinnert haben und dann mit sehr viel Engagement, Fleiß und tausenden ehrenamtlichen Stunden dieses Bergwerk wieder so
aufgewältigt haben, wie man das bergmännisch bezeichnet, dass wieder Besucher dieses alte Grube dann auch sich anschauen konnten. Es war ein Wagnis damals, dass man so etwas macht, denn wir waren mit die Ersten im Rheinland-Pfalz, die so einen Schritt getan haben. Entre avril et octobre, des visites guidées de la mine de fer sont organisées de 11h à 17h. Actuellement, les visites sont interrompues pour cause de pandémie. Un petit musée juste à côté résume la longue histoire de la galerie Sainte-Anne. En hiver, les puits sont le domaine exclusif des chauves-souris qui viennent y hiberner. Décidément, on reste dans les salles obscures pour parler maintenant cinéma. Un regroupement de 21 cinémas répartis sur toute la Sarre s'associe à l'initiative allemande Zurück ins Kino pour inciter les gens à retourner au cinéma. Ophélie Blechner et Tom Kuschutza se sont rendus au cinéma municipal, le Filmhaus à Saarbrück. Depuis le 22 mai, le Land de la Sarre permet aux cinémas de rouvrir leurs portes aux spectateurs. Mais malgré cette décision, toutes les salles de cinéma sarroises restent encore fermées. En plus des coûts financiers qui ne permettent pas une ouverture immédiate, il n'y aurait pas non plus de films à montrer. La plupart des distributeurs attendent une ouverture nationale avant de remettre des films à leur disposition. 21 cinémas sarrois, dont le Kamerad II de Saarbrück, dirigé par Anna Reitze, se sont regroupés pour militer pour une réouverture nationale le 1er juillet et encourager le public à retrouver les salles de cinéma. Wir haben jetzt auch herausgefunden, dass das tatsächlich bundesweit einzigartig ist. Wahrscheinlich auch dadurch, dass wir so ein kleines Bundesland sind. Wir Kinobetreiber im Saarland hatten uns schon regelmäßig bei zum Beispiel Saarland Medien, das ist eine Institution, so einmal im Jahr oder so getroffen und lose miteinander Kontakt gehabt, um gemeinsam Dinge zu besprechen. Aber seit jetzt die Krise losging, war das sehr viel intensiver geworden. Also wir haben fast alle 2 Wochen haben wir Videokonferenzen gemacht, wo wir uns alle zusammengetan haben und haben halt tatsächlich beschlossen, dass es doch richtig gut und schön und angebracht wäre, dass wir gemeinsam werben. Also dass wir halt zu dem Zeitpunkt, an dem Kino wieder möglich ist, auch gemeinsam auftreten und sagen, hey, im Saarland ist das Kino wieder da. Und dass nicht jeder für sich kämpft. So, man ist manchmal so ein bisschen wie so eine Insel. Wir haben alle die gleichen Filme oder ähnliche, aber jeder wirbt für sich. Und jetzt möchten wir einfach nach außen zeigen, dass wir gemeinsam unsere Kinoliebe jetzt wieder im Saarland verbreiten wollen. Ja. Comme le Kamerad II, le Filmhaus fait partie de ce groupement. Moins dépendant des financements et des distributeurs, ce cinéma municipal accueille jeudi 10 juin ses premiers spectateurs après la période de restriction. Premier film à être projeté, Der Rausch de Thomas Winterberg. Une réouverture qui a valeur de test pour le groupe et pour la directrice du Filmhaus Christel Draver. Ja, ich finde das toll, dass es eine gemeinsame Kampagne gibt. Also es soll ja zum Start, zum 1. Juli, das machen wir jetzt nicht schon vorab, sondern wir öffnen zwar vorab, aber die Kampagne wird dann eben kurz vor dem allgemeinen Kinostart wird dann laufen und wir sind ja ein Teil davon. Also es geht darum, insgesamt die Leute nochmal fürs Kino oder ins Kino zu locken, fürs Kino zu begeistern. Pour l'instant, le Filmhaus ne peut que montrer des films. Les événements, comme les discussions en groupe ou les formations thématiques, sont encore interdits. Voilà, c'est la fin de notre émission. J'espère qu'elle vous aura plu. On y met toujours beaucoup de cœur à la préparer. Je remercie également Émilie et Thomas derrière la caméra. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bel été. Tchuss!